Ce château a été à la Renaissance propriété de Catherine de Médicis et de Diane de Poitiers. Et il a eu comme dernière propriétaire une femme étonnante qui s'appelait la princesse de Broglie et qui, avec son époux, a fait de ce lieu, parc, château, un des épicentres de la Belle Époque. C'est un lieu qui a beaucoup vécu. Et donc ils ont fait appel pour le parc à un très très grand paysagiste de l'époque qui est Duchesne. Et c'est Duchesne qui a créé ce parc à l'anglaise avec ses cheminements, ses perspectives sur la Loire et sur le paysage. Et nous avons conservé évidemment ce parc avec une intervention de Louis Bénèche, le grand paysagiste, qui a rafraîchi cet ensemble parce qu'il y avait des arbres qui étaient fatigués et qui a replanté. Donc voilà pour ce parc très agréable dans lequel nous laissons nos visiteurs se promener et où nous installons des œuvres d'art. Le parc a été embelli par Louis Bénèche qui a supprimé les arbres qui étaient fatigués et malades. On avait une étude phytosanitaire sur ce parc. Il a replanté un certain nombre d'espèces dans les bosquets notamment. Nous avons été absolument ravis de cette coopération avec lui. Nous entretenons le parc depuis son passage sans relation particulière avec quelques paysagistes que ce soit. Ce sont nos jardiniers qui maintiennent son entretien avec beaucoup d'exigence. Ce parc était du temps du prince et de la princesse de Broglie, mais la princesse est partie en 1938. Un immense parc, beaucoup plus important. Nous avons actuellement 32 hectares sur le domaine. On a le parc historique dans lequel nous nous trouvons et où nous appelons des artistes importants comme Andy Goldsworthy, comme Tadashi Kawamata, Anne et Patrick Poirier, à dialoguer avec l'esprit du lieu. Nous avons également un autre parc qui fait partie de l'ensemble du domaine, qu'on appelle les Prés du Goualou, où nous avons des jardins qui sont liés aux grandes civilisations du jardin. On a des jardins d'esprit chinois, des jardins japonais, un jardin coréen, un jardin anglais. Et donc, mais tout est dans la création. À Chaumont, on est dans ce dialogue entre le passé, le respect du patrimoine, et puis on se tourne vers le futur avec les plus grands paysagistes ou artistes. La vocation de ce parc, comme celle de tous les parcs, c'est d'offrir un écrin à ce château merveilleux, on dirait un château de conte de fées. C'est un lieu de promenade, d'apaisement pour le visiteur. On sait à quel point le végétal agit sur nos âmes. Et donc, on offre cela en respectant le visiteur par un entretien très, très approfondi de ce parc. Et puis, c'est une invitation à découvrir des œuvres d'artistes comme Nikolai Polisky qui est derrière moi, qui est un grand artiste russe, qui a utilisé des cèpes de vigne donc qui proviennent de notre région pour créer cette œuvre qui se mettait dans l'ombre des grands cèdres. En fait, la relation entre les artistes et le lieu est extrêmement étudiée. C'est un dialogue très respectueux. Je travaille beaucoup avec chacun des artistes pour qu'il n'y ait pas de remise en question de l'esprit de lieu. Il y a un dialogue très, très poétique. Alors la fleur au printemps est caractérisée par, on ne le voit pas aujourd'hui parce que nous sommes en été, par des milliers et des milliers de narcisses, de tulipes blanches, une tulipe blanche, rose très pâle. Les narcisses commencent avec leur jaune très 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 pâle et donc ça évidemment ça crée un effet de printemps. On a plus de 150 000 bulbes, il faut le savoir, on ne les voit pas en ce moment. Et puis on a les jardins bleus de l'été qui commencent au mois de mai et qui vont se développer avec des sauges, des delphiniums et c'est très très important pour nous d'offrir ces jardins aux visiteurs qui ont des couleurs pastel, délibérément calmes, puisque cela contraste avec l'inventivité et le chromatisme un peu échevelé des jardins du festival. Nous n'avons pas de produits dangereux pour l'homme et pour l'environnement.
Nous sommes assez proches d'ailleurs de nos abeilles, puisqu'on produit 80 kg de miel quand même, avec, je pense, un miel assez pur, sauf si les abeilles vont chez les voisins. Donc nous n'utilisons pas de produits dangereux pour le sol, dangereux pour l'homme. On essaie vraiment de garder, même si c'est beaucoup plus de travail, de garder un comportement très respectueux. Alors nous avons sur l'ensemble du domaine qui rassemble 3 entités, c'est-à-dire un château, un festival international très particulier avec beaucoup d'exigences, un centre d'art et tous ces parcs. Nous avons 54 permanents et on monte à 130 parce qu'on a aussi nos propres restaurants, donc l'été il y a des médiateurs, etc. Donc on est un lieu qui est un créateur d'emplois, c'est important, direct et indirect, mais nous ne sommes pas très nombreux, par exemple, s'agissant des jardiniers. Pour ces 32 hectares, on a 10 permanents, 11 permanents maintenant, et ça monte à 18 l'été. Comme on est ouvert 363 jours sur 365, ça veut dire qu'il y a un extraordinaire engagement de toutes les personnes qui travaillent ici. C'est leur parc. On arrive à avoir cette philosophie de je porte le projet, j'adhère à ce qui est fait ici et je donne le meilleur de moi-même pour que nos visiteurs soient heureux. Alors on essaie de travailler pour les végétaux avec des pépiniéristes de notre région. On a la chance d'avoir pour certains végétaux des pépiniéristes, par exemple comme les pépinières Cailleux qui produisent des iris extraordinaires. On a un champ d'iris bleu qu'on ne voit pas maintenant, merveilleux. C'est important pour nous de travailler avec les pépiniéristes de très haut niveau du voisinage. On a aussi des clématites extraordinaires, les roses d'André-Ève, enfin, mais on essaie évidemment à chaque fois d'avoir les meilleurs parce que notre public mérite le meilleur. On peut avoir des difficultés pour préserver un parc comme celui-là qui sont liées à la météo. On a eu une période depuis très intense et donc ça transforme le parc en une sorte de marécage. Dans ces cas-là, on ne peut pas tondre comme on le voudrait. On peut avoir des périodes de canicule aussi qui peuvent abîmer les arbres, mais sinon on n'a pas de difficulté particulière. Et surtout, on a une théorie. Nous n'avons pas, vous voyez, le parc est en très bon état, il est très propre, nous n'avons pas de poubelle. Parce que si vous avez des poubelles, les gens jettent le papier n'importe comment. Et à partir du moment où il y en a essentiellement dans les endroits liés au restaurant, il y a un respect du parc. Le jour où mais ils sont encore là, où j'ai vu apparaître 3 petits chevreuils qui se promenaient et dégustaient au petit matin, parce que j'habite sur place, les tulipes avec un bonheur absolument extraordinaire. Alors, comme on a planté beaucoup de bulbes, c'était particulièrement angoissant. On a des images merveilleuses, ces petits chevreuils dans le brouillard du petit matin. Et donc on se demandait comment on pourrait les faire partir sans attenter à leur vie. Et puis finalement, ils n'ont plus aimé nos tulipes, ils n'ont pas abîmé nos jardins. Donc ils sont là, on les garde. Voilà. C'est cette espèce d'équilibre entre la nature et les animaux et le végétal. Pour l'instant, on y arrive. Chaumont, c'est un lieu extraordinaire parce qu'il est divers. On est à la fois dans l'histoire, on est dans l'art, un art qui parle à tous, même à ceux qui ne pensent pas que les musées sont pour eux. Et on est dans des jardins, et dans des jardins extraordinaires, des jardins fous, des jardins pleins de fantaisie, qui ne se prennent pas au sérieux. Parce que Chaumont, ce qui est important, c'est l'échange, la poésie, l'humour et le goût du rêve. Et donc ici, on vient se recharger pour rêver un peu dans une société qui en a vraiment beaucoup besoin.